Bonsoir à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Waouh, cette fois-ci, je crois que c'est vraiment la dernière fois que je prononce cette phrase, en tout cas pour les maths notionnelles du CRPE 2022. On va démarrer avec une première question à 2 minutes. Et c'est la fin des 2 minutes. Alors, un premier petit exercice de pourcentage. Monsieur Robot va réactiver votre chat à chaque fois pour que vous puissiez parler entre vous. Alors, lorsqu'il va chez son médecin, Monsieur Robot paye 23 € la consultation. 70% lui sont remboursés par la sécurité sociale. Et sur le montant restant à sa charge, après remboursement de la sécurité sociale, sa mutuelle lui rembourse 80%. Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé? Ok, dans un premier temps, vous prenez votre temps pour lire l'énoncé. On vous dit que 70% lui sont remboursés par la sécurité sociale. Ça veut donc dire qu'il lui reste 30% à sa charge. Donc vous calculez 30%. Là, ce n'est pas des augmentations et des diminutions. Attention, hein, c'est vraiment des pourcentages d'une partie. Donc vous calculez 30%. Sauf que le pourcent, c'est quoi en fait? C'est un petit sur 100. Donc 30 sur 100 de 23. Vous tapez ça à la calculatrice et ça vous donne 6,9 €. Ça, c'est ce qui lui reste à payer une fois que la sécurité sociale a pris 70%. Sa mutuelle, en revanche, lui rembourse 80% du montant restant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit payer 20% de sa poche du montant restant, celui-là. Donc, on calcule 20% de 6,90 €. Et ça, normalement, ça vous donne 1,38 €. Ok, mais la question était, quel pourcentage du prix de la consultation de départ, donc 23 €, a-t-il finalement payé? Donc, il a payé 1,38 € sur une consultation de 23 €. Comment on calcule le pourcentage? Tout simplement en prenant le prix qu'il a payé sur le prix de la consultation et on multiplie ça par 100. Et ça vous donne le pourcentage. Si on tape ça à la calculatrice, ça vous donne tout juste 6%. Évidemment, on est fiers. Donc, on encadre. Levez la main ceux qui ont eu juste. Que je me rende compte un petit peu. Ok, vous êtes une dizaine. Ok. Est-ce que ceux qui n'ont pas eu juste ont compris leur erreur? C'est ça qui m'importe surtout. Je répète, au cas où certains nous aient rejoints entre-temps, si vous avez des questions, vous les posez dans le QR. Miss Pythagore est à mes côtés pour répondre à vos questions à tout moment. Profitez-en à fond. On passe à la question 2. Monsieur Robot, c'est une question à nouveau à 2 minutes. Et attention, on est sur les quadrilatères là. 3 petites affirmations très classiques. À tout de suite. Et c'est parti pour cet exercice 2. Alors, l'affirmation 1, un quadrilatère ayant 2 côtés opposés parallèles. Pourquoi je lis un peu bizarrement comme ça, comme si j'étais un peu débile? 2 côtés opposés parallèles, parce qu'en fait, c'est hyper important, vraiment, quand vous avez des questions sur les quadrilatères des affirmations, de bien prendre votre temps. Quadrilatère, ça veut juste dire, c'est une famille, les quadrilatères. C'est toutes les formes planes qui ont 4 côtés. Et là, on a 2 côtés opposés parallèles. Alors, est-ce que c'est un parallélogramme? Répondez-moi dans le chat, tiens, ça m'intéresse. Vrai ou faux? Allez-y, dites-moi ce que vous avez mis. Sandrine me dit vrai. Katie, Eva, il y en a pas mal qui mettent vrai là. Et pourtant, je ne suis pas d'accord. Regardez, je vais vous dessiner un quadrilatère qui a 2 côtés opposés parallèles. Vous voyez ou pas? Attendez, j'essaie de vous faire quelque chose de joli. Voilà. Ce côté-là et ce côté-là sont opposés et parallèles.
Et pourtant, est-ce que c'est un parallélogramme? Non. Qu'est-ce que c'est? À la place d'être un parallélogramme, c'est quoi? Un trapèze, exactement. Donc, il aurait fallu qu'il y ait écrit deux côtés 2 à 2 parallèles. Et là, s'il y avait eu le 2 à 2, ça aurait été un parallélogramme. Vous voyez, c'est subtil, hein. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour justifier, vous pouvez juste faire un dessin. Donc, pour l'affirmation 1, elle était fausse. Et il suffisait juste de faire un dessin et de dire il s'agit d'un trapèze. L'affirmation 2. Dans un losange, les diagonales ont la même longueur. Vrai ou faux? Allez-y dans le chat là. Affirmation 2. Dans un losange, les diagonales ont la même longueur. Et là, je ne vois que des bonnes réponses. Effectivement, c'est faux. Qu'est-ce que vous pouvez dire des diagonales d'un losange? C'est quoi un losange? Un losange, c'est un truc comme ça. Il est mal fait, hein, mais c'est pas grave. Vous voyez un peu le truc. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Exactement. Par contre, il n'y a aucune raison qu'elles aient la même longueur. D'accord? Donc la réponse, c'était faux. Petite question supplémentaire. Si on a un losange dont les diagonales sont de la même longueur, qu'est-ce que c'est? C'est un carré, tout à fait. Donc un losange dont les diagonales sont de la même longueur est un carré. Là, la réponse était faux. Et enfin, dernière affirmation. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Vrai ou faux? J'ai une majorité de vrai. Et je suis d'accord. En effet, donc ça c'est très important. Je voudrais juste un tout petit peu insister là-dessus. Affirmation numéro 3. Un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Un quadrilatère, vous voyez la différence ou pas? Un quadrilatère qui a un angle droit n'est pas un rectangle. OK? Donc, parallélogramme avec un angle droit, rectangle. Je vais juste, ça c'est parallélogramme pour moi, hein, avec plus un angle droit égale rectangle. Un quadrilatère qui a un angle droit, c'est rien du tout. Combien doit-on avoir d'angle droit lorsqu'on est un quadrilatère pour être un rectangle? Bravo, très 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 bien. Il nous faut 3 angles droits pour passer de quadrilatère à rectangle. Donc, un quadrilatère plus 3 angles droits, c'est un rectangle. Très important ça. Parallélogramme, un angle droit, c'est un rectangle. Quadrilatère, 3 angles droits, c'est un rectangle. Bravo. On passe à l'exercice numéro 3, un petit peu de fonction. Et là, ça va aller très vite. C'est que de la lecture graphique. Je ne vous laisse qu'une minute, Monsieur Robot. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, une petite question de lecture graphique, un petit peu de fonction. Lors d'une étape cycliste, les distances parcourues par un cycliste ont été relevées chaque heure après le départ. Donc, au bout d'une heure, au bout de 2 heures, etc., jusqu'à 5 heures de parcours. La question qu'on vous pose, lisez bien la question, attention, quelle est la distance parcourue lors de la dernière demi-heure de course? On va le surligner, ça c'est important, lors de la dernière demi-heure de course. Alors, vous voyez ici, d'ailleurs j'ai dit jusqu'à 5 heures, mais ça s'arrête à 4h30. Et la dernière demi-heure, c'est entre 4 heures et 4h30, entre là et là. Donc, nous, ce qu'on doit voir, c'est quelle distance on a parcouru entre les deux. Si vous regardez bien, ici, je vais vous les mettre en pointillé.
ici, à 4 heures, on était à 170 km parcourus et à 4h30, on avait parcouru 190 km. On va le noter. 170 et 190. Du coup, combien de kilomètres ont été parcourus lors de la dernière demi-heure de course? 20 km. C'était assez facile, mais il fallait quand même bien lire l'énoncé. Bravo à tous pour tous ceux qui ont bien répondu. Ne vous laissez pas stresser par le chrono. Le but, c'est aussi de vous challenger un peu sur la rapidité. Hein. D'accord? C'est toujours un peu ce but que j'ai avec vous parce que je sais que quand vous êtes le jour J face à votre épreuve, vous avez tendance un petit peu à stresser avec le chrono. Donc, c'est un peu mon objectif, c'est de vous mettre en condition. On passe à l'exercice 4, un petit peu de transformation du plan parce que je n'en avais pas fait en der des der et j'avais envie d'en faire ce soir. On est parti pour 2 minutes à nouveau. Monsieur Robot, c'est parti. Et c'est la fin de ces 2 minutes. Alors, un petit peu de transformation, donc rotation, homothétie, symétrie centrale, symétrie axiale, translation. Très important comme chapitre. Le quadrillage fourni est constitué de triangles équilatéraux. Donc là, chaque petit triangle constitue un triangle équilatéral. Laquelle de ces affirmations, attention, il y avait un piège, est fausse? Fausse. D'accord? Donc, il fallait chercher l'intrus en quelque sorte. Alors, la première, on vous dit que la figure 3, qui est là, est l'image de la figure 4 par une homothétie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? C'est quoi une homothétie? Oula, je sens là que personne ne veut me répondre une bêtise. Qu'est-ce qui se passe dans une homothétie? Oui, la solitude. Ce n'est pas un glissement. Exactement, Laïane. C'est un agrandissement ou une réduction. Sauf si le rapport de l'homothétie vaut 1 ou moins 1, dans ces cas-là, ça reste la même taille. Mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de rotation. D'accord? Soit on agrandit, soit on réduit, soit on reste à la même taille. Du coup, ça m'a l'air faux. On va quand même regarder les autres par curiosité parce que je sais que l'homothétie, c'est un peu celui que vous aimez le moins. Si je prends le deuxième, la figure 2, donc la figure 2 qui est ici, est l'image de la figure 3 par une symétrie axiale. Symétrie axiale, c'est très simple. Il faut voir si vous trouvez un miroir. Mais regardez bien là. Si je me place ici, est-ce que vous voyez que là, on a bien un miroir entre cette figure-là et cette figure-là? Ce point-là arrive là, celui-là ici, celui-là ici, etc., etc. Vous avez bien une symétrie axiale entre la figure 2 et la figure 3. Celle-ci est bonne. La C, la figure 3, est l'image de la figure 4. La figure 3 est l'image de la figure 4, 3 et 4, par une rotation. Et bien là, effectivement, si on regarde bien, on voit bien qu'il y a eu, alors j'aime bien faire ce mouvement pour la rotation, on voit bien qu'il y a eu vraiment une rotation, je pense toujours à une horloge, une grande horloge comme dans Retour vers le futur, avec les grandes aiguilles comme ça qui tournent. Et bien là, si vous voyez bien votre schéma qui est là, on va le tourner et on va arriver ici, on a bien une rotation. D'accord? Donc la C est bonne aussi. Et enfin, la D, la figure 2 est l'image de la figure 1 par une translation. Quelqu'un a parlé de glissement tout à l'heure. La translation, c'est un glissement. Moi, je pense toujours à du ski sur la neige. Eh bien, effectivement, là, pour aller de la 2 à la 1, il suffit juste de glisser comme ça. Chaque point va être glissé et ça va vous donner la figure 1. C'était bien une translation. Conclusion, la seule mauvaise, c'était la A. Allez, on passe à la question suivante, une question à 2 minutes. Un petit peu de scratch, qu'en pensez-vous? À tout de suite. Alors, fin des 2 minutes, est-ce que quelqu'un a reconnu ce programme? Ou il vous dit rien? Non? Il est tombé dans le groupement 2.
c'est le programme du groupement 2 qui est tombé il y a quelques jours, hein, finalement. Évidemment, ce n'est pas la même question, mais j'ai repris le programme, je le trouvais sympa. Donc, un petit peu de Scratch. Donc là, Scratch calculatoire, parce que vous savez que dans Scratch, il y a mode calcul, mode géométrique. Là, c'est en mode calculatoire. Regardons la question avant de regarder le Scratch. Quelle valeur doit-on insérer pour obtenir 0 en sortie? Quand on cherche une valeur en sortie, en l'occurrence, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation, 0, et qu'on n'a pas la valeur d'entrée, quelle est la technique infaillible? C'est quoi l'astuce, le truc à ne pas oublier? Pour ceux qui ont l'habitude, exactement. On va mettre, bravo Kaina, un X. On va prendre une valeur de départ. Inès et Ingrid, très bien. X, inconnu. On va dérouler le programme tranquillement et ensuite, il faudra résoudre une équation. Alors, venez, on va le faire tranquillement. Là, on va prendre X en valeur de départ. Je vais juste réduire mon stylo. Donc, on va choisir X. OK? Alors, on nous dit mettre nombre de départ à réponse. Bon, en gros, X. Hein. Vous voyez, vous savez que pour Scratch, parfois, il y a des lignes complètement inutiles. Alors, valeur 1, c'est ça qui m'intéresse. Valeur 1, c'est 2 fois, ça c'est un fois, le nombre de départ. Et je vous rappelle qu'on a mis X en départ, donc 2X. Valeur 2, c'est valeur 1, c'est-à-dire 2X, auquel on ajoute 3. 2X plus 3. Valeur 3, c'est le nombre de départ, attention, donc X, auquel on retire 2. Et enfin, le résultat, c'est la valeur 2, qui est ici, que l'on multiplie par la valeur 3. 2x plus 3 fois x moins 2. OK, ça, c'est le résultat lorsqu'on injecte x au démarrage. Bon, moi, ce que je vous ai demandé, c'est quelle valeur, j'ai mis des S entre parenthèses, il y en a peut-être une, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être plusieurs, doit-on insérer pour obtenir 0 en sortie? En gros, ce que je vous demande, c'est de résoudre 2x plus 3 facteur de x moins 2 égale 0. Alors évidemment, là, c'était tentant de faire quoi? De développer double distributivité. Sauf que si vous développez ça, vous allez vous retrouver avec une équation du second degré. Et vous ne savez pas faire. Donc surtout, à ce stade-là, il ne faut pas développer. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit utiliser ce que j'appelle la phrase magique qui dit qu'un produit de facteurs est nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire soit 2x plus 3 égale 0, soit x moins 2 égale 0. Et là, on va résoudre tranquillement ces deux équations. Alors, la première, ça me fait 2x égale, vous prenez le 3, vous le passez à droite, moins 3. Et ensuite, le 2, vous le divisez, moins 3 demi. Et en parallèle, on résout la deuxième. Le moins 2 plus 2. On a donc deux valeurs qu'on peut insérer pour obtenir 0 en sortie. Moins 3 demi et 2. Évidemment, comme d'habitude, on est fier. Donc, on encadre. Qui a trouvé la bonne réponse? Les bonnes réponses. 2 minutes, ce n'était pas beaucoup, hein, j'avoue. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas été au bout. OK, top. Bravo pour ceux qui ont réussi. On passe à la question suivante qui va être très rapide. C'est 1 minute, un peu de proportionnalité. À tout de suite. Alors, 1 minute chrono, ça va vite, 1 minute. Là, on a une question d'échelle. On a une carte à l'échelle 1 sur 50 000 et on vous dit que deux monuments sont séparés par 2,57 décimètres. On va le surligner. 2,57 décimètres à une échelle de 1 sur 50 000. La question est la suivante. Quelle est la distance réelle entre eux en kilomètres arrondis au centième? Attention, là, il y a plein de petits
de petites choses que je voulais vérifier avec vous. Déjà, je voulais vérifier que vous saviez passer d'une valeur sur un croquis à une valeur en réalité, une distance réelle à l'aide d'une échelle. Comment on fait pour faire ça? Il suffit juste de prendre le 2,57 décimètres et de le multiplier par 50 000. Si vous calculez ça à la calculatrice, 2,57 fois 50 000, vous obtenez 128 500 décimètres. Or, moi, ce que je vous demande, ce n'est pas des décimètres, c'est des kilomètres arrondis au centième. Alors, pour passer de décimètres à des kilomètres, il suffit de retirer combien de zéros, de combien on dégage notre virgule. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. 128 500 décimètres. Vous remplissez tranquillement. J'ai fait un b.a.-ba là-dessus sur YouTube d'ailleurs. Vous remplissez tranquillement en mettant ici 0,05, le 8, le 2 et le 1. Et nous, ce qu'on voulait, c'était les kilomètres. Donc, on va mettre une virgule ici. On vous demande d'arrondir, mais là, vous allez voir qu'on n'a même pas besoin d'utiliser l'arrondi. Pourquoi? Parce que comme on demande d'arrondir au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, et qu'il y a des zéros après, de toute façon, ça fait exactement 12,85 km. Si on m'avait demandé d'arrondir par contre au dixième, un chiffre après la virgule, ça m'aurait fait quoi, tiens? Arrondi au dixième. Je suis curieuse. Exactement, ça aurait fait 12,9 parce qu'après le 8, il y a un 5. Et là, on aurait mis la petite vague pour dire que c'est une valeur approchée. Mais là, 12,85, c'est une valeur exacte. On passe à la question 7, un petit peu de probabilité. Vous avez 2 minutes pour faire cette question. Alors, une urne opaque contient 3 boules bleues et 2 boules vertes. Moi, j'aime bien quand il y a ce genre de choses, me faire un dessin très, très, très moche sur un brouillon. Mais juste pour bien visualiser, je me fais une urne comme ça. Je me fais un petit schéma, une petite urne, d'accord? Vous faites un petit dessin. Alors, si vous avez des couleurs dans votre trousse, vous mettez en couleur. Si vous n'avez pas de couleur, vous mettez une petite boule comme ça avec marqué B, vous voyez, pour bien mettre bleu, et des boules avec marqué V. OK? Ce qui est important, c'est juste qu'on puisse visualiser sur un brouillon. On vous dit qu'on tire une première boule au hasard, puis, à quoi ça fait penser le puis pour les habitués de drôle de maths? Ouais, Inès dit et. Mais à quoi ça nous donne, à quoi ça nous fait penser? On a envie de faire quoi? On a envie, merci Kaina, on a envie de faire un arbre de probabilité. Quand vous avez ce puis, tirage d'une boule, puis d'une autre boule, en général, on est attiré par une représentation sous la forme d'un arbre de probabilité. OK? Donc, il y a un truc qui est très important dans cette phrase, c'est sans remettre la première. D'accord? Alors, on va faire notre arbre tranquillement. On va tirer une première boule qui sera soit bleue, soit verte. Ça, c'est le premier tirage. Puis une deuxième qui sera soit bleue, soit verte. Donc, boule 1 et boule 2, vous pouvez mettre un petit 1 et un petit 2. Ici, premier tirage. Ici, deuxième tirage. D'accord? Maintenant, il faut remplir l'arbre. Alors, quelle est la probabilité de tomber sur une boule bleue au démarrage? On a 3 boules bleues et en tout, on a 5 boules dans l'urne. Donc, ça fait 3 chances sur 5. Et ici, 2 sur 5. Attention, on ne remet pas la boule sans remettre la première. Qu'est-ce qui se passe du coup ici? Si on a pris une boule bleue, imaginez que celle-ci va s'effacer. Combien il nous reste de boules? 4. Combien de bleues? 2. Et combien de vertes? 2. 2 sur 4 et 2 sur 4. Alors évidemment, j'aurais pu simplifier en mettant un demi et un demi, mais je voulais être sûre que vous compreniez. Donc, je laisse les fractions non simplifiées pour le moment. Ensuite,
Ici, on prend une verte, on la retire. Il nous reste donc à nouveau 4 boules, mais une verte et 3 bleus. Une verte, 3 bleus, 3 quarts, 1 quart. Le plus dur est passé. Maintenant que l'arbre est fait, lisons la question. La probabilité d'obtenir 2 boules de la même couleur est… Alors, 2 boules de la même couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit bleu-bleu, soit vert-vert. Donc, en gros, quand vous avez 2 chemins sélectionnés, ce qu'il faut absolument faire, regardez, c'est de prendre le premier chemin, c'est-à-dire bleu et bleu, puis le deuxième. Et quand vous avez 2 chemins à prendre, vous devez faire une addition. Donc, c'est vert et vert. On va maintenant regarder notre arbre. 3/5 fois 2 quarts. 3/5 fois 2 quarts. On a dit que ça faisait un demi. Hein, plus, vous repartez au point de départ, 2/5 fois 3 quarts. 2/5 fois 1 quart, vert-vert. Et il ne reste plus qu'à calculer. Alors, vous pouvez même le faire de tête, il n'y a même pas besoin de calculatrice. 3/5 fois 1 demi, vous multipliez le 3 et le 1, ça fait 3. Le 5 et le 2, ça fait 10. 2 fois 1, ça fait 2. Et 5 fois 4, ça fait 20. Sauf que 2 vingtièmes, ça fait 1 dixième. Le résultat fera donc 4 dixièmes. Je vous rappelle que vous avez le droit à la calculatrice. Si j'ai été trop vite, vous tapez ça à la calculatrice, évidemment. Est-ce que 4 dixièmes vaut un demi? Bien sûr que non. Conclusion, l'affirmation était fausse. Qui a eu juste? Qui a bien posé son arbre? Qui a fait les bons calculs? Qui a réussi à mener le raisonnement? Ok, vous n'êtes pas nombreux. Hein. Donc, pas de panique pour ceux qui se disent « Oh là là, c'est… » En 2 minutes, ce n'était pas évident de le faire celui-là. Donc, bravo aux quelques-uns qui ont réussi à trouver la bonne réponse. On passe à l'exercice 8. Un petit peu de géométrie dans les triangles. Il y a 2 questions. Donc, je vous ai laissé 3 minutes. À tout de suite. Et c'est la fin des 3 minutes. Alors, 2 petits exercices très distincts l'un de l'autre. Le premier, on va un petit peu parler de Thalès. Et le deuxième, on va voir ça ensemble. Alors, on commence avec le premier. Sachant que les droites MN et BC sont parallèles. MN et BC sont parallèles. Dès qu'on vous parle de droite parallèle, par quoi vous êtes attiré? Lorsque vous avez le mot parallèle, directement, soyez attiré par Thalès. Je ne dis pas que c'est sûr que ce sera Thalès, mais il y a beaucoup de chances que Thalès ait son petit mot à dire là-dessus. Donc, les droites parallèles, ici, on les voit bien, c'est MN et BC. Et on est dans une configuration, ce que j'appelle papillon. C'est-à-dire que ce n'est pas une configuration classique de Thalès. On a vraiment comme un nœud papillon et le nœud est en A. D'accord? Étant donné que les droites sont parallèles, il faut bien évidemment le préciser avec la belle rédaction. Hein. Je vais vous faire une rédaction quand même classique de Thalès. Donc, on précise tout d'abord que les droites MN, n'oubliez pas de mettre des parenthèses, et BC sont parallèles. Ensuite, on précise que les points M, A, C d'une part, M, A, C d'une part, et N, A, B d'autre part, N, A, B d'autre part, sont alignés dans cet ordre. Et on va donc appliquer. Alors, est-ce que c'est le théorème? Est-ce que c'est la réciproque? Ou est-ce que c'est la contraposée de Thalès? Alors, Inès me dit théorème, Audrey me dit réciproque, Katie me dit théorème. Effectivement, il s'agit d'un calcul de longueur. Du moment où on vous demande de calculer une longueur, que ce soit dans un triangle rectangle ou dans un truc où il y a des droites parallèles, du moment où on vous demande de calculer une longueur, il s'agit du théorème. D'accord? Donc, appliquons le théorème
de Thalès. Alors, comment appliquer ce théorème? Vous partez du nœud qui est au milieu. Et là, ce que je vous recommande, c'est de faire petite longueur sur grande longueur. Petit sur grand. Petit sur grand. Petit sur grand. Vous pouviez aussi faire grand sur petit, mais moi, j'ai l'habitude de faire petit sur grand. Donc, on va écrire AN. Je vais juste un peu dézoomer pour qu'on ait tout devant les yeux. Donc, AN sur AB égale AM sur AC égale MN sur BC. Alors, on n'a peut-être pas besoin de tout. Nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? Ce qu'on cherche, c'est la longueur MN qui est là. Donc, du coup, c'est sûr que ça, on va en avoir besoin. On a également AM et on a AC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien. Je vous rappelle que vous cherchez MN. Donc, vous allez l'isoler en disant que MN est égal à, vous allez faire ça fois ça, divisé par ça. AM fois BC divisé par AC. Alors, AM vaut quoi? Regardez bien votre dessin, ça vaut 0,6. BC vaut 2,1. Et enfin, AC vaut 1,8. Tout ça, évidemment, en centimètres. Et là, vous tapez ça tranquillement à la calculatrice et ça vous donne, si tout se passe bien, 0,7 centimètres. Et on est fiers. Donc, on encadre. Question suivante qui n'a absolument rien à voir avec la première. C'est vraiment complètement indépendant. Au cas où vous croyez que c'était relié, ce n'était pas du tout relié, je vous la recopie. Donc là, ici, on a un triangle ABC qui est rectangle en B. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit dessin très moche. C'est juste pour visualiser les choses. Donc là, on a ABC rectangle en B. Hop. On vous dit de plus, donc là, moi, je vais mettre un A ici et un C ici, que AB égale 8 cm. Donc, AB 8 cm. Que AC vaut 10 cm. Et on vous demande de déterminer l'aire du triangle ABC. Alors, la formule pour déterminer l'aire d'un triangle, je pense que vous la connaissez tous, c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et moi, j'adore quand on me demande l'aire d'un triangle rectangle. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de prendre les côtés qui longent l'angle droit. Regardez, vous avez votre angle droit ici. Eh bien, base fois hauteur divisé par 2. Ou alors, base fois hauteur divisé par 2. Ça revient exactement au même, en fait. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment les deux côtés qui longent l'angle droit qu'il faut prendre. Donc, ici, l'aire de mon triangle ABC, ça va être BA fois BC divisé par 2. J'ai un petit problème. On n'a pas BC. Exactement, Inès. On a AB ou BA qui vaut 8. Mais on n'a pas le BC. On va donc utiliser notre copain Pythagore. D'accord? Donc, pour déterminer BC, on a encore un point d'interrogation là-dessus. Il va falloir utiliser le théorème de Pythagore. Je vais vous le rédiger correctement. Pour déterminer une longueur, on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser le théorème et non pas la réciproque ou la contraposée. On va donc se placer, plaçons-nous dans le triangle ABC. Rectangle en B, c'est important de préciser qu'il est rectangle, ça vous permet d'utiliser le théorème. D'accord? Et appliquons le théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce fameux coquin de Pythagore? Il dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire que AC au carré est égal à AB carré plus BC carré. Or, nous, ce qu'on cherche, c'est BC.
Donc, ça va faire BC carré égale, vous prenez le AB, vous le passez de l'autre côté. Ça fait donc AC carré moins AB carré. BC carré est égal à, alors vous voyez que AC carré vaut 10 au carré moins 8 au carré. Ce qui me donne 100 moins 64, c'est-à-dire 36. On obtient donc, n'oubliez pas que vous voulez BC, pas BC carré, vous, hein, racine carrée de 36 qui vaut 6. Ça, c'est BC. Du coup, reste plus qu'à déterminer l'air. En multipliant BA qui vaut 8 fois BC qu'on vient de trouver qui vaut 6 sur 2. On sait bien que 8 fois 6, ça fait 48. Divisé par 2, ça fait 24. N'oubliez pas l'unité. Attention, on est dans une aire. Il s'agit donc de carrés. Et là, comme c'est les centimètres, ça fait donc des centimètres carrés. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ça va tout le monde? C'est clair? Ok, super. Eh bien, on va passer à la question suivante, un petit peu d'arithmétique. Pour la question 9, elle va être assez rapide. J'ai considéré qu'1 minute suffisait. Allez, c'est parti. Alors, 1 minute, ça passe vite, hein. Je prends un nombre entier. Alors déjà, quand on voit le mot entier, quelle est la lettre qu'on a envie d'utiliser? Vous pouvez prendre X, il n'y a pas de problème. Mais, alors Inès propose K, pourquoi pas? Moi, j'aime bien N. Entier, j'aime bien prendre N, mais bon, j'ai des tocs, hein. Donc, je prends un entier. On va déjà lire l'énoncé. Je lui ajoute 3. Je multiplie le résultat par 7. J'ajoute le triple du nombre de départ au résultat et j'enlève 21. J'obtiens toujours un multiple de 10. Est-ce vrai? Alors, venez, on va prendre le petit mot magique soit n, l'entier de départ. OK. Je lui ajoute 3. Donc, n plus 3. Je multiplie le résultat par 7. Fois 7. J'ajoute le triple du nombre de départ. J'ajoute le triple du nombre de départ au résultat. Et enfin, j'enlève 21. Voilà l'algorithme qu'on nous demande de réaliser, le programme de calcul. La question est, j'obtiens toujours un multiple de 10. On va calculer tout ça. Donc là, c'est un petit peu de calcul littéral, hein. On multiplie en faisant de la distributivité le 7. Ça fait donc 7n plus 21. 7 fois 3, 21. Plus 3n moins 21. Là, il se passe un truc sympa. Salut les copains. 21 moins 21. Et du coup, 7n plus 3n, ça me donne 10n. Est-ce que 10n est un multiple de 10? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK? On passe à la question suivante, un petit peu de géométrie dans l'espace. Et c'est une question à 2 minutes, Monsieur Robot. Et c'est la fin des 2 minutes. Alors, ici, on a une pyramide. Et vous voyez bien qu'une pyramide, c'est une base. Là, en l'occurrence, elle a une base rectangulaire, hein, ce n'est pas un carré, puisqu'on a 4 cm et 5 cm. Et évidemment, le chapeau pointu, ce que j'appelle les volumes clowns. Pourquoi j'appelle ça les volumes clowns? Parce qu'à chaque fois que vous avez une pyramide, c'est toujours la même formule, R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, volume d'une pyramide, on va la réécrire quand même, cette formule, elle est importante, c'est l'air de la base fois la hauteur, et on divise ça par 3. Rappel qui me semble essentiel. Alors ici, on vous dit, sachant que le volume de la pyramide est de 40 millilitres, déterminez sa hauteur. Tiens, l'exercice est un peu différent d'habitude. On ne demande pas le volume, on a le volume, mais on vous demande la hauteur. Alors, déjà d'une part, le volume,
de cette pyramide, si on le calculait grâce à la formule qui est ici, ça ferait quoi? Ça ferait l'aire de la base, c'est-à-dire longueur fois largeur, j'ai envie de vous dire. Longueur fois largeur, que l'on multiplierait par la hauteur et qu'on diviserait par 3. C'est-à-dire, en version numérique, ça me fait 5 cm fois 4 cm fois la hauteur, et tout ça divisé par 3. OK, ça c'est pour le volume, mais on a cette hauteur qui nous dérange. On nous dit dans l'énoncé que le volume de la pyramide est de 40 millilitres. Alors attendez, il faut peut-être faire un petit point pour relier les volumes, les contenances dont l'unité est donnée en centimètres cubes, décimètres cubes, hectomètres cubes, et les litres, millilitres, centilitres, décilitres. Qu'est-ce que vous connaissez comme équivalence? J'en connais 2 qui marchent très bien, moi. C'est quoi les équivalences? Voilà, déjà, 1 décimètre cube égale 1 litre. Celle-là, c'est ma préférée. Il y en a une autre qui est pas mal. Il y en a une autre que 1 décimètre cube égale 1 litre. C'est 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. Tiens, voilà, j'ai retrouvé mes tableaux magiques. Donc, regardez, c'est ce que je vous avais mis dans ce fameux tableau magique. Ici, vous avez les centimètres cubes qui correspondent au millilitre et 1 décimètre cube qui vaut 1 litre. Décimètre cube, litre. OK? Bon. Ici, on a 40 millilitres, c'est-à-dire, or, le volume est égal à 40 millilitres, c'est-à-dire 40 centimètres cubes. 40 millilitres, 40 centimètres cubes, c'est la même chose. Pourquoi ça m'arrange bien de prendre cette équivalence-là et non pas celle avec décimètres cubes et litres? Tout simplement parce que là, j'ai les valeurs en centimètres, et du coup, la hauteur, si je la trouve en centimètres, ça va me faire des centimètres cubes, ce qui colle parfaitement avec mon énoncé. Il n'y a plus qu'à égaliser tout ça. On va obtenir 4 fois 5, enfin 5 fois 4 plutôt. 5 fois 4 fois h sur 3. Je vous rappelle que là, c'est centimètres, centimètres, et on va obtenir des centimètres ici aussi, égale 40 centimètres cubes. On est bien dans le même schéma au niveau des unités. On va donc prendre maintenant le 3, on va le passer là-haut. Ça va donc nous faire, alors je vous rappelle que 5 fois 4, ça fait 20. 20H est égal à 40 fois 3 qui me donne 120. Et il ne reste plus qu'à diviser H égale 120 sur 20, c'est-à-dire 6 cm. Qui a trouvé la bonne réponse pour voir? J'en ai quelques-uns. Bravo en tout cas à tous ceux qui ont trouvé. On va faire un petit peu de statistiques, un grand classique du CRPE. 2 minutes pour la prochaine question. Et c'est la fin des 2 minutes. Alors, un petit exercice, on va travailler là les moyennes et les coefficients. Marine Poppins a, alors elle a eu 12 à un devoir coefficient 2, ça vous parle les coefficients, hein, parce que vous m'en parlez souvent dans mes groupes, j'entends souvent parler des coefficients avec l'écrit, l'oral, etc. Donc vous connaissez bien ça. 10 à un devoir coefficient 3, et elle a un dernier devoir, on ne connaît pas sa note, mais on sait qu'il est coefficient 5. Ça veut dire quoi les coefficients? Ça veut dire que, par exemple, le 12, ben, il compte pour 2. C'est comme si elle avait eu 12 et 12. Le 10, il compte pour 3. 10, 10, 10. Et la dernière note, on ne sait pas combien elle a eu, mais il comptera pour 5. Donc, truc, 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 truc. Mais je ne vais pas l'appeler truc. Je vais l'appeler X. OK? La question est, quelle note minimale doit-elle avoir pour avoir au moins 14 de moyenne, sachant que les notes sont forcément des valeurs entières? Alors, on va essayer de mettre en équation ce problème. On parle vraiment d'un problème mathématique
en français et on va le traduire mathématiquement. Moi, ce que je vous propose, c'est de donner un nom à ce que vous recherchez. Vous recherchez la note qu'elle doit avoir au dernier devoir. Donc, soit X, la note du dernier devoir. OK. On va donc poser une équation. Comment faire sa moyenne? Tout simplement en faisant 12 fois 2, plus 10 fois 3, plus X fois 5. Mais attention, pour faire une moyenne, il faut diviser par le nombre total de notes. Combien on a de notes en tout? La faute à ne pas faire, c'est de me dire qu'il y en a 3. Il n'y a pas 3 notes. Ici, c'est comme si on en avait 2. Ici, c'est comme si on en avait 3. Et ici, c'est comme si on en avait 5. Donc, 2 plus 3 plus 5. Et ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut dépasser le 14. Au moins 14. En fait, ce n'est même pas une équation là. C'est une inéquation. Vous n'aimez pas ça, je le sais. Mais on va quand même y arriver. Regardez. 12 fois 2, 24. 10 fois 3, 30. Et x fois 5, 5x. Qu'on divise par 2 plus 3 plus 5 qui vaut 10. Supérieur ou égal à 14. 24 et 30, ça fait 54, plus 5x. Et là, je vous propose de prendre le 10 et de le monter là-haut avec le 14. Ça fait donc 14 fois 10 qui me fait 140. Allez, on y est presque. On va ensuite basculer le 54 du côté droit. Ça va donc me donner 5x supérieur ou égal à 140 moins 54, c'est-à-dire 86. Et enfin, divisé par 5. Et comme 5 est positif, on garde l'inégalité dans ce sens-là. 86 sur 5. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous allez obtenir 17,2. Attention, Karima, je pense que tu n'étais pas loin, mais tu as arrondi. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir au moins 14. Si tu prends 17, est-ce que tu dépasses 17,2? Non. Tu peux d'ailleurs essayer, si tu veux. Tape 12 fois 2, plus 10 fois 3, plus 17 fois 5 sur 10, et tu vas voir, tu n'auras pas 14, tu auras un petit peu moins. Donc là, il faut dépasser le 17,2. Et comme toutes les notes sont des valeurs entières, les notes sont forcément des valeurs entières, alors la première qui fonctionne, c'est quoi? C'est 18, exactement, Katie. Donc, quelle est la note minimale? La note minimale, c'est 18. Alors évidemment, si Marine Poppins a 19 ou 20, tant mieux pour elle. Elle aura son 14 de moyenne. Mais minimum 18. Et le piège, c'était de ne pas mettre 17 justement. Il nous reste une dernière petite question. L'exercice 12, et c'est une question à... Allez, on va mettre 1 minute. C'est parti. Dernier petit exercice. Alors, un petit peu de débit, contenance et masse volumique. Une pompe a un débit de 80 hectolitres par heure. 80 hectolitres par heure. Et je vous demandais de calculer le volume débité en 12 minutes. Et je voudrais le résultat en litres. Donc là, je m'amuse aussi un petit peu avec les conversions. Moi, j'aime bien me faire un petit schéma pour ce genre d'exercice. Je le mets au brouillon, vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre copie. Vous prenez un petit brouillon, mais c'est juste pour bien visualiser les choses en fait. Vous avez 80 hectolitres par heure, c'est-à-dire en 1 heure. Or, nous, on sait que 1 heure, c'est quoi? C'est 60 minutes. 60 minutes. Et la question, c'est combien vont être débités en 12 minutes? Vous voyez pourquoi j'ai transformé les heures en minutes? Parce qu'il faut absolument avoir la même unité quand on est du même côté. Okay, donc, je n'aurais pas pu garder des heures et des minutes. Il fallait vraiment les mettre les deux en minutes, en secondes, en heures.
Voilà. Là, ma question, c'est de trouver ça. Donc là, vous allez tout simplement faire 80 fois 12, 80 fois 12 divisé par, attention, 60. Hein. Celui-là, vous ne le regardez même plus. Et vous allez obtenir automatiquement des hectolitres. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous allez obtenir 16, donc 16 hectolitres. Alors, comment passer d'hectolitres à centilitres? Mon petit tableau magique. Les hectolitres sont ici. Et nous, on veut des litres qui sont ici. Donc, 16 hectolitres, 16 hectolitres. Si on veut des litres, il suffit de rajouter tout simplement 2 petits zéros. Ça va donc nous donner 1600. J'ai mis hectolitres et c'était litres. Alors, je l'avais dit à la DER hein, que souvent on nous dit que les dés sont lancés quand on est à quelques jours d'un concours, surtout que là, vous avez, ce n'est pas évident pour vous de continuer à travailler vos écrits une fois que voilà, les premiers écrits sont passés. Moi, je vous le dis, c'est un secret, mais je vous le dis quand même, j'ai toujours travaillé jusqu'au dernier moment. Je n'étais pas forcément une référence, hein, je n'étais pas l'élève modèle, mais j'ai toujours travaillé jusqu'au dernier moment. J'ai toujours appris des choses. Alors, peut-être pas la veille, peut-être pas le matin même, mais en tout cas, j'ai toujours aimé travailler jusqu'au dernier moment et apprendre des choses jusqu'au dernier moment. Toujours est-il que cette séance n'était pas du tout faite pour vous déprimer et j'espère que ça n'a pas été le cas. Elle n'était pas faite pour vous angoisser, vous paniquer, juste faire un petit état des lieux, voir ce qui va pas et peut-être vous aider à organiser les quelques jours qui vous restent avant le concours de la semaine prochaine et vous dire, OK, là, je sens que tu es à l'aise, je n'étais pas à l'aise, je vais reprendre. Là, je sens que géométrie espace, ça va, je laisse tomber, je maîtrise. Vous voyez, vraiment juste, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces derniers jours? C'était un peu le but de cette séance. J'espère vraiment qu'elle ne vous a pas déprimé, sincèrement. Alors, je sais qu'il y a pas mal de fidèles, hein, je reconnais pas mal de prénoms dans le chat. Il y a aussi des nouveaux. En tout cas, pour ceux qui ont plus l'habitude de mes petits tocs, mes petites phrases, j'espère que vous allez m'entendre. J'espère que vous m'avez entendu déjà il y a 2 semaines quand vous avez passé vos premiers concours. Pensez vraiment bien, même si c'est des petites choses bêtes, des petites astuces débiles que je vous donne, pensez à tout ce qu'on a vu ensemble. Même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, on ne l'est jamais vraiment. Jamais. D'accord? Donc, moi, je sais que vous avez fourni un travail colossal cette année. Vous pouvez être fiers de vous. Vous devez être fiers de vous et des efforts que vous avez fournis pendant ces derniers mois. Soyez des guerriers et des guerrières. Voilà. Bon, j'aime pas faire de pub. Et puis là, vous n'avez pas le temps pour ça. Je vous dis juste pour ceux que ça intéresse que je prépare également avec une spécialiste de la didactique à la didactique des maths et on vient de lancer un pack pour le français. Si vous êtes intéressé, vous saurez nous trouver, j'en suis sûre, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur WhatsApp, par mail, sur notre site. N'hésitez pas à venir si vous avez des questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage pour les quelques jours qui vous attendent. Donnez tout ce que vous avez. Ne baissez pas les bras jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, la der des der des der des der des der des der. Battez-vous, faites-vous confiance. Vous rêvez de devenir PE et votre rêve est à portée de main. OK? On ne lâche rien, on se bat jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye à tous et à très bientôt.